Bonsoir à tous, excusez-moi, j'ai eu 5 minutes de retard. Mais bon, on est en temps méditerranéen, donc ça va, 5 minutes, c'est le minimum que je pouvais faire. Hein. Merci beaucoup. Mais écoutez, voilà, nous sommes réunis ce soir là pour rendre un hommage particulier à quelqu'un que, en tout cas, les gens qui sont là et puis les amis qui sont autour de cette table sont très attachés. C'est Mohamed Charfi, donc, qui est donc un grand juriste tunisien, qui est tunisien d'abord, qui est ensuite grand juriste. Il a commencé par être tunisien. Grand juriste, qui a une épouse extraordinaire, aussi extraordinaire que lui, qui est en face de nous, voilà, Fawzia Charfi, dont on parlera nécessairement, parce qu'on ne peut pas parler de Mohamed sans parler de Fawzia. Et voilà, et puis quelqu'un qui a surtout été, je vais dire deux surtout. Un premier surtout qui a été un grand démocrate, un grand militant de la démocratie, des droits de l'homme. Moi, je l'ai connu comme il venait de, je ne sais plus si c'était quelques années ou quelques mois après. Il était l'un des fondateurs, des cofondateurs de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Je l'ai connu donc en 1987. Je vois dans quelles circonstances. Et puis ensuite, je l'ai retrouvé, il est devenu donc ministre de l'Éducation nationale du président Ben Ali. Mais le bon Ben Ali, vous savez qu'il y a eu deux phases chez Ben Ali. Il y a l'homme qui, effectivement, en 1987, a permis à la Tunisie de sortir d'un très gros danger qui était la sénilité, je pèse mes mots, du président Bourguiba, que j'avais vu, moi, avec première base en 86, il avait 1 heure de lucidité par jour, vous voyez, donc c'était quelque chose d'assez épouvantable. Et tous les Tunisiens, et non seulement les Tunisiens, mais tout le monde autour de la Méditerranée et ailleurs, craignaient la façon dont ça allait se terminer. Parce qu'un homme qui gouverne le pays et qui a 1 heure de lucidité par jour, avec 1001 intrigues autour de lui, le pays était vraiment en danger, donc on hésitait, est-ce que ça va être les Américains, est-ce que ça va être un coup d'État militaire, bon voilà. Donc tout le monde était très inquiet pour la Tunisie. Et puis donc voilà, donc Ben Ali a eu le mérite de mettre fin à ce terrible drame de Bourguiba. Et je vous assure que moi j'étais en Tunisie je crois que c'était un mois après la prise du pouvoir par Ben Ali. Tunis, c'était Paris en mai 68, c'est-à-dire les gens se souriaient, se parlaient, étaient comment dirais-je, tellement content que la Tunisie arrive à s'en sortir sans. Donc vraiment, Ben Ali a eu une popularité extraordinaire à ce moment-là. Et puis malheureusement, chasser le naturel et on revient au galop, au fur et à mesure que le temps passait, et puis les dangers que traversait la Tunisie, le fondamentalisme, etc. Le naturel est revenu, et donc ça a été de plus en plus un État policier. Et Mohamed donc était ministre de Ben Ali au bon moment, c'est-à-dire avant que ça ne tourne mal et que le régime policier se renforce, et donc il l'a quitté pour ça, parce qu'il ne pouvait plus supporter cette dérive du pouvoir. Voilà, donc Mohamed, donc je vais en quelques... Absolument. Donc en 2 mots, alors donc, je vous présente, pardon, excusez-moi de cette introduction un peu longue, mais je voulais le dire, c'est sorti du cœur, comme vous le voyez. Je voulais vous dire aussi donc que nous avons le grand plaisir d'avoir à mes côtés donc Madame Khadija Cherif, qui est aussi une grande qui a partagé les combats de Mohamed, donc que j'évoquais tout à l'heure au niveau de la démocratie, des droits de l'homme. Je l'ai connu comme ça aussi après la Révolution. Je l'ai connu grâce à Fawzia et Mohamed. Mais j'ai aussi le plaisir d'accueillir Ahmed Mahiou, qui est un compatriote, qui est donc lui algérois, et qui a été le doyen, on l'appelle toujours, je me suis moqué de lui tout à l'heure, monsieur le doyen, tu arrives, un des grands doyens de la faculté de droit d'Alger, et qui a été un collègue aussi de Mohamed Charfi, qu'il a très bien connu. Ils vous en parleront l'un et l'autre, puisqu'ils l'ont connu sous des facettes différentes des miennes. Alors, en 2 mots, pour vous rappeler, donc, pour illustrer ce que je viens de vous dire, 87, quelques jours après, 15 jours après, je retrouvais le temps, 15 jours après le coup d'État médical, comme on a dit, à Tunis, Lionel Jospin, qui était donc premier secrétaire du PS à l'époque, me demande de l'accompagner
On devait aller en Algérie, puis en Tunisie, parce que je m'occupais du Maghreb auprès de lui. Et donc il a été sollicité par le gouvernement tunisien, le Premier ministre de Ben Ali, pour venir à Tunis. Parce que vous savez que le Premier ministre Chirac, on était en 87, avait une faiblesse pour l'ancien ambassadeur de Tunisie à Paris, qui lui disait non, attention, il faut absolument éviter à tout prix le contact avec le nouveau pouvoir tunisien. Bon bref, c'était un peu compliqué. Donc ils ont téléphoné à Jospin pour lui dire voilà, est-ce que vous pourriez venir à Tunis pour voir ce qui se passe, et puis vous rendrez compte au président Mitterrand, parce que vous vous rappelez, c'est la cohabitation, donc le président Mitterrand à l'Élysée, le Premier ministre Chirac à Matignon. Donc Jospin accepte d'aller à Tunis, on devait aller à Alger, donc on est allé à Alger, on est allé directement ensuite d'Alger à Tunis, et on a trouvé, je vous dis, cette atmosphère extraordinaire. Encore une fois, je me ressouvenais de Paris 1968. J'étais jeune, j'étais étudiant à l'époque, mais voilà, c'était la joie, le soulagement, etc. Et puis on a donc vu évidemment le Premier ministre, le président Ben Ali, et puis on a vu aussi, on a vu M. Mestiri, qui était à l'époque le leader des socialistes tunisiens. Et puis on a vu donc la Ligue des droits de l'homme, et qui nous a reçus à la Ligue des droits de l'homme, c'était Mohamed Charfi. Voilà, donc c'est la première fois que je l'ai connu. Et puis ensuite, donc en 1991, juste après la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, en mars 91, j'ai amené toute une délégation d'élus socialistes originaires du Maghreb, où il y avait des pieds noirs, des juifs et des amis d'origine maghrébine. On a fait une tournée des capitales maghrébines parce que on souffrait beaucoup de la façon dont la France avait été perçue au Maghreb. Rappelez-vous qu'on avait brûlé le drapeau français à Tunis. Donc avec la complicité de Jean-Louis Bianco à l'Élysée et puis de Jean-Paul Huchon à Matignon, ils nous ont envoyé un petit peu comme ambassadeurs. On n'était pas des politiques, on était des élus locaux. Donc on est parti à une quinzaine à Tunis d'abord, puis ensuite à Alger, puis à Rabat, pour rencontrer là aussi les Ligues des droits de l'homme, les partis d'opposition ou de la majorité, etc. Et on a retrouvé Mohamed Charfi, donc en 91, qui était ministre de l'Éducation nationale. Et voilà, donc j'ai renoué donc avec Mohamed Charfi. Je lui ai rappelé ce qu'on s'était connu en 1987, bien sûr. Et puis après, bon, ça n'a plus cessé. On s'est vu pratiquement tous les ans. Voilà, je suis devenu un ami. Ils m'ont adopté. Je suis devenu un ami de la famille. Et voilà, donc Mohamed Charfi, ça a été je vous rappelle qu'à Alger, quand on l'a fait venir à Alger pour le consulter, on l'appelait le Jules Ferry du Maghreb, c'est-à-dire l'homme qui avait révolutionné l'éducation nationale. Et je me rappelle je le dis souvent à Fouzia, mais je me rappellerai toujours, on était à Rafraf. Mohamed, avant que nous partions à la plage, me dit, mais tu sais, on a dû éplucher tous les programmes scolaires pour voir si le virus islamiste était. Il a dit, on le trouvait partout, dans la grammaire, dans la science, dans l'histoire, dans la géographie. Voilà. Il dit, j'ai passé un été avec mes collaborateurs, on a extrait tous les germes d'islamisme à la pince à épiler. On y a passé des mois et des mois pour faire en sorte que les programmes tunisiens retrouvent un peu d'allure et qu'ils soient délivrés de ces miasmes qui encombraient l'esprit des jeunes Tunisiens et qui étaient très dangereux. Voilà. Donc je me rappellerai tout ça de cela. Je vais arrêter parce que j'ai tellement de choses à vous dire de Mohamed que je serai intarissable. Donc je vais passer la parole à monsieur le doyen. Excuse-moi de me moquer encore de toi. Non. Elle a dit, voilà. J'ai dit, bon, la galanterie. Elle m'a dit, non, je veux pas de galanterie. C'est le doyen d'abord. Donc, tu as la parole. Ben Bariou, à toi. Ça marche. Oui, d'accord. Bien, pour parler de Mohamed Charfi, je commencerai par dire qu'il nous a quittés un peu trop tôt. J'aurais voulu qu'il soit présent à nos côtés aujourd'hui même pour nous présenter l'un de ses ouvrages, notamment son dernier, qui a été publié après son décès, Mes combats pour les Lumières. Et bien sûr, pour moi, nous avons, j'allais dire, un peu une longue histoire commune, presque je pourrais dire des frères jumeaux, parce que nous sommes nés la même année, il est de 2 mois mon aîné. Nous avons fait à peu près la même carrière, dans 2 endroits différents. Lui à Tunis et moi à Alger, à peu près du début des années 70 jusqu'à la fin des années 89. Puisqu'en 89, lui, il est devenu ministre de l'Éducation nationale en Tunisie et moi, je suis venu en France.
Mais pendant quand même 25 ans, nous étions de part et d'autre du Maghreb, avec bien sûr plusieurs rencontres. Et ma rencontre avec Mohamed Charfi, elle date exactement du début des années 1970, lorsque, comme tu l'as rappelé, j'étais doyen de la faculté de droit de l'Alger. J'allais faire des cours à Tunis, à la faculté de droit. Et avec le doyen de la faculté, mon homologue, j'ai rencontré donc Mohamed Charfi, qui était le premier agrégé de droit tunisien. Tout comme moi, je l'étais un an auparavant, le premier agrégé de droit algérien. Et alors, dans la conversation comme ça... Voilà. Alors, justement, j'évoque la question avec le doyen en disant il faut qu'on arrête un programme d'échange entre professeurs tunisiens et algériens pour l'année qui vient. Là, il faudrait qu'il y ait deux, trois enseignants qui soient échangés de part et d'autre. Il me dit, moi, je suis tout à fait d'accord. Et là, Mohamed intervient. C'était la première fois que je le rencontre. Il dit, il ne faut pas oublier le Maroc. Eh oui. Voilà, première remarque concernant le Maghreb. Jusqu'à présent, on n'avait pas évoqué le Maghreb avec Mohamed. Alors, et c'est pourquoi, dans mon témoignage aujourd'hui, je voudrais insister sur cet aspect, ce que j'ai vu faire par Mohamed en faveur de la construction et de l'unité du Maghreb, même si malheureusement, nous savons que le Maghreb est à peu près au même point qu'au moment où il a voulu s'en préoccuper. Donc voilà notre point de départ et notre première rencontre. Et bien sûr, depuis, nos rencontres n'ont pas fini, non seulement à Tunis, à Alger, dans les colloques internationaux, parce que nous avons un deuxième point commun, c'est qu'il est surtout spécialiste de droit international privé, donc droit international, tout en faisant également beaucoup de droit privé interne algérien, tunisien. Et moi, j'étais plutôt droit international public, tout en comme beaucoup de droits administratifs algériens. Donc là aussi, il y a un parallélisme entre nous deux, entre nos deux carrières respectives. En tout cas, cette proposition de Mohamed n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. À peine arrivé à retour à Alger, j'ai donc écrit aux deux doyens. À l'époque, il y avait 3 universités, dans chacun, une par pays du Maghreb. Il y avait une faculté de droit à Rabat, une à Alger, parce que Constantine et Oran ne deviendront université que 2 ou 3 années plus tard, et une seule à Tunis, bien sûr, la faculté de droit à Tunis. Donc c'était les 3 doyens des 3 facultés du Maghreb. Et donc nous avons convenu effectivement d'un programme d'échange, et nous avons inscrit des noms. Alors on n'a pas beaucoup multiplié les échanges à cette époque-là, nous sommes au début des années 70, pour une raison toute simple, c'est que la plupart de nos professeurs de rang magistral étaient des coopérants, soit français, soit du monde arabe. Donc, on avait 1 ou 2 enseignants de rang magistral dans chacune des 3 universités qu'on a échangées. Alors, on a dû descendre un petit peu d'un cran et utiliser quelques maîtres assistants qui sont aussi promus à la coopération internationale. Voilà, parce que nous étions les 2 premiers agrégés, il n'y avait pas de professeurs de premier rang pour les échanges internationaux. Alors, avant d'aller plus loin, je vais commencer par une citation d'un extrait qu'il y a dans les mémoires de Mohamed, que l'on trouve à la librairie, concernant le Maghreb. Voilà ce que je vais vous lire, donc je cite. « J'ai toujours eu une fibre maghrébine très forte. Lors de ma dernière année du lycée, j'ai noué des relations de profonde amitié avec des Algériens de mon âge qui, recherchés par la police française pour faits de résistance, sont venus se réfugier en Tunisie, et précisément à Sfax, d'où est originaire Mohamed. Je suivais avec eux, et plus tard, avec d'autres, les événements de la guerre de libération algérienne, pratiquement au jour le jour. Et c'est là où c'est intéressant, nous rêvions du jour où l'Algérie aura son indépendance pour que le lendemain, pensions-nous, l'unité entre les États du Maghreb soit construite. Les masses populaires des 3 pays, comme les intellectuels, toutes tendances confondues, rêvaient de l'unité du Maghreb et pensaient que ce rêve était parfaitement réalisable et allait se concrétiser rapidement. Mais les frustrations ont commencé dès 1962, c'est-à-dire à l'indépendance de l'Algérie. À travers les déclarations des uns et des autres, de nos gouvernants, on a commencé à sentir les divergences entre les pays. Fin de citation. Je crois qu'il résume très bien la situation du problème déjà dès cette époque-là. Certes, au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, une institution commune a été créée entre les 3 pays par les ministères de l'économie, un organisme qui s'appelait le Comité permanent
de coordination maghrébine qui a commencé effectivement à travailler sur les possibilités d'accord économique ou d'union économique entre les 3 pays du Maghreb central, les 2 autres, c'est-à-dire la Libye et la Mauritanie, n'étant pas pour le moment encore associés à cette démarche. Et siégeant à Tunis à partir de 1966, cet organe a accompli un travail remarquable de préparation des textes pour une éventuelle unité maghrébine ou construction du Maghreb. Mais déjà, les difficultés apparaissent. La Libye de Kadhafi, qui s'est jointe à un moment donné au comité, a décidé de se retirer. Il estimait qu'il avait d'autres ambitions plus importantes que le Maghreb, que son regard le portait vers le reste du monde arabe et vers l'Afrique, et donc il a laissé le banc vide. C'est vrai après, la place a été occupée par un arrivant un peu retardataire, la Mauritanie, qui n'est venu à ce comité qu'en 1975. Malheureusement, en 1975, un gros problème, une grosse épine va apparaître, le problème du Sahara occidental. Donc, à partir de ce moment-là, bien sûr, on va le voir, tout va finir par se bloquer. Au début des années 80, donc blocage à partir de 1975, crise du Sahara, des accords complets entre le Maroc et l'Algérie sur le sort du Sahara occidental, donc blocage de la construction du Maghreb, et le fameux comité en question, qui a bien travaillé, a été mis en veilleuse. Au début des années 80, lors d'un colloque organisé à l'université de Nice, les participants maghrébins qui étaient présents, en même temps que Mohamed Charfi, étaient désolés de constater l'état actuel, ou à cette époque-là, l'état du Maghreb. Et de constater que, comment se fait-il que 3 pays aussi proches les uns des autres soient encore si divisés, alors qu'ils ont affronté les mêmes problèmes, qu'ils ont les mêmes sentiments, la même culture, la même histoire en large partie. Et comment se fait-il que les élites, ou surtout les dirigeants politiques maghrébins, n'avancent pas dans la construction du Maghreb? Et ils ont fait ce constat, et Mohamed, de retour à Tunis, en tire les conclusions. Il réunit un groupe d'amis tunisiens en disant « il faut qu'on relance l'idée d'une construction du Maghreb. L'idée du Maghreb, de nouveau, il faut la réveiller. » Et son idée était, nous sommes en 80, d'organiser dès l'année suivante, c'est-à-dire en 1981, et plus précisément même en fixant les dates, 27-29 avril 1981, de faire une réunion. Pourquoi cette date? Eh bien parce que la première idée de la construction du Maghreb est née, imaginez-vous, en 1958, au moment où l'Algérie n'était pas indépendante. C'est donc le FLN qui a été à une réunion à Tanger avec, il y avait 2 partis uniques, un en Algérie, le FLN, un en Tunisie, le Distour. Au Maroc, il n'y avait pas le parti unique, mais il y avait un parti dominant qui s'appelait l'Istiqlal. Ces 3 pays, les représentants de ces 3 pays, mais qui occupaient des postes importants en même temps dans les gouvernements, se sont réunis à Tanger et ont fait la charte de Tanger, projetant la construction du Maghreb. Donc c'est en souvenir de cette date qu'ils voulaient retenir ces 3 jours pour montrer que l'idée du Maghreb est toujours présente et qu'il faut essayer de la concrétiser. Mais à peine cette idée était-elle lancée que de nouvelles difficultés apparaissent. Surtout pas tellement du côté tunisien qui commençait à s'ouvrir, mais du côté algérien d'abord, parce qu'un parti unique qui voit un projet auquel il n'a pas participé et d'y envoyer des participants algériens, ça lui posait problème. Au Maroc, il n'y a pas ce problème-là, il y avait peut-être des problèmes conflictuels entre les partis au pouvoir et l'opposition qui tout de même existaient pour savoir comment réagir à cette proposition. Surtout que Mohamed avait émis en même temps l'idée qu'à l'issue de cette rencontre qu'il avait projetée, il faudrait parvenir à créer une association en vue de l'unité du Maghreb, lui-même ayant déjà fait le premier pas, parce que dès son retour de Nice, où il avait évoqué ce problème avec ses collègues algériens et marocains, il s'est mis dans l'idée de créer déjà une association tunisienne dont le titre n'était pas encore arrêté, qu'il souhaitait appeler Perspective, en souvenir d'ailleurs de son histoire un peu de militantisme passé, et il avait obtenu le feu vert du Premier ministre et du gouvernement tunisien pour mettre sur pied
la première association dont la préoccupation devait être la construction du Maghreb. Et il souhaitait donc qu'à cette occasion, ce virus soit communiqué au Maroc et à l'Algérie pour qu'eux-mêmes, chacun des pays, crée une association en vue de l'unité du Maghreb, lesquels se fédéreraient ensuite pour avoir une association pour l'unité du Maghreb. Voilà donc quel était le projet concret de Mohamed Cherfi à ce moment-là. Alors, donc, du côté tunisien, il n'y a pas eu de problème. Le problème, c'est que, bon, la Tunisie, si elle doit faire venir des Algériens et des Marocains, il faut quand même que le ministre concerné, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, contacte ses collègues des deux autres pays pour voir s'il n'y a pas d'objection. Or, il y a eu des objections qui ont été soulevées. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui je crois était, si mes souvenirs sont bons, Driss Giga, a téléphoné à Mohamed Cherfi pour lui dire, voilà, il y a des problèmes du côté des autres pays. Des problèmes pas très importants du côté du Maroc, mais apparemment des problèmes importants du côté de l'Algérie. Alors, quels étaient ces problèmes? Mohamed est parti en mission rencontrer les responsables. Il commence par le Maroc, où il n'y a pas eu trop de problèmes. Le seul point évoqué du côté marocain en disant il ne faut pas parler à l'occasion des discussions sur le Maghreb de l'affaire du Sahara occidental. C'était le point le plus important pour eux. Deuxième point, si on crée une association marocaine pour l'Union du Maghreb, il faut qu'elle soit autonome. Il ne faut pas qu'elle apparaisse un peu comme une filiale de l'association tunisienne. Donc c'était tout à fait deux exigences très faciles à satisfaire. Du côté des Algériens, c'était un peu plus compliqué. D'abord, il a dû rencontrer des responsables de très haut niveau. Il a commencé par le chef du parti, qui à l'époque était Msadia, responsable du parti FLN, lequel lui a répété quelles étaient ces deux exigences. La première, c'est comme le Maroc, ne pas parler du Sahara occidental. La deuxième, c'était qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'opposants algériens invités à ces rencontres, surtout les opposants algériens qui étaient à l'extérieur. Étaient visés un certain nombre de personnes, et plus précisément, pour ne pas le nommer, Mohamed Harbi, qui était prévu effectivement d'être invité à ces rencontres. Bon, pour sauver la réunion, on s'est dit bien sûr, on va inviter les opposants, mais ceux qui sont en Algérie, et on n'invitera pas ceux de l'étranger. Ainsi, il finit par obtenir le quitus pour qu'il y ait la rencontre. Mais entre-temps, le temps est passé, c'est-à-dire la date prévue initialement, d'avril 1981, a sauté, et la réunion a dû être reportée à 1982. Donc la réunion a été reportée d'une année, et finalement on a quand même eu la réunion avec environ une centaine dont j'étais parti, moi du côté algérien, une centaine de participants, je dirais une quarantaine de Tunisiens, une vingtaine d'Algériens, une trentaine de Marocains, égarés, mais un peu par hasard, sans que vraiment ils étaient spécialement mandatés. On avait un ou deux Tunisiens, un ou deux Libyens, mais on ne peut pas dire qu'ils étaient vraiment présents au sens plein du terme. Voilà donc comment s'est présenté ce contexte. Et la réunion s'est tenue donc ici, à Tunis. Elle s'est tenue à Tunis. Et pendant 2 jours, les participants maghrébins ont tiré un petit peu des projets de plein net sur la construction du Maghreb. Les juristes, les économistes, les autres qui pouvaient intervenir et qui pouvaient discuter du Maghreb. Chacun a échafaudé son plan, avec quand même un groupe qui a été désigné pour rédiger une sorte de plateforme ou de conclusion pour la fin de la réunion. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu un débat très libre de part et d'autre. Les opposants marocains ou les opposants algériens ont pu exprimer leurs idées. Ceux qui étaient en faveur des régimes respectifs ont exprimé leurs idées. Donc c'était la réunion démocratique telle que l'a souhaité Mohamed Cherfi, avec simplement cette exclusion visant les opposants de l'extérieur, du moins pour l'Algérie. Encore faut-il noter qu'il y avait d'autres opposants qui, eux, également ont été exclus. Lorsque la Libye a été contactée, elle a dit pour l'instant, elle ne participait pas. Et surtout, quand ils ont eu connaissance de la liste des invités, il y avait un opposant libyen, dont j'ai oublié le nom, qui d'ailleurs a quitté le pouvoir. Il était à un moment donné diplomate en Libye. Il a fini par s'opposer au pouvoir, quitter la Libye. Le malheur pour lui, c'est que 3 ou 4 mois après, il a été assassiné. Je ne sais pas s'il faut faire un lien de cause à effet entre l'invitation à la conférence de Tunis
et ce qui s'est produit. Mais voilà en tout cas les contextes difficiles dans lesquels s'est élaboré ce projet initié par Mohamed Charfi pendant cette période. En tout cas, quoi que l'on soit, à l'issue de ces visites, il a retenu les propos qu'il n'y a pas d'objection majeure du côté du Maroc et même de l'Algérie pour que la réunion se tienne et que l'on débatte librement des projets maghrébins. Oui, je ne vais pas tarder là. Oui. Et donc, la dernière séance de cette réunion de Tunis, une plateforme a été adoptée à laquelle était jointe une résolution invitant les dirigeants du Maghreb à se réunir le plus tôt possible pour convenir d'un processus de construction du Maghreb. Voilà donc où en était le projet. Et malheureusement, comme vous le savez, nous en sommes toujours au même point. Malgré tout ce qui a été fait, malgré le comité qui a été créé à Tunis, malgré l'action de Mohamed Charfi, nous sommes restés au même point. Et aujourd'hui, le Maghreb, on est au point de 1958. On est tout juste à l'état de relations bilatérales et qui parfois ont quelques difficultés. Il n'y a plus de relations multilatérales entre les pays du Maghreb. Pour conclure une simple petite comparaison, le marché commun européen a été lancé en 1957. Le projet d'union maghrébine a été lancé un an après, en 1958. Faites le bilan, maintenant nous sommes en 2018, l'Europe est passée de 6 à 27 États maghrébins, ils se sont agrandis sans qu'il y ait de problème. Européens. Un lapsus qui en dit long. Donc ils sont passés à 27. Ils ont quelques problèmes, mais ils sont une communauté économique. Ils ont, une bonne partie d'entre eux, une monnaie commune. Ils ont même un projet de défense commune, etc. Du côté du Maghreb, on a des États indépendants, très indépendants, trop indépendants, c'est-à-dire pas de Maghreb. Voilà le bilan où nous en sommes aujourd'hui. Et il faut constater avec tristesse, je crains que ce bilan ne se prolonge fort tard dans l'avenir. Merci pour votre attention. Un grand merci, Monsieur le Doyen. Donc on notera surtout je vois, c'est la sensation. Hein. Si les journalistes qui sont dans la salle, les 27 États maghrébins, ça va être ça. Là, tu vas faire le buzz. Merci beaucoup. Bon, j'en profite pour signaler la présence qui nous fait très plaisir, et Malina Faouzia aussi, de Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre, qui m'a avoué tout à l'heure que sa grand-mère était née à Constantine. Là, je lui en veux beaucoup parce que il m'a caché tout cela pendant des années. Voilà. Donc, bienvenue parmi nous et merci d'être passé, Bernard. Voilà, donc je vais passer maintenant la parole à Khadija Cherif, donc je vous l'ai dit, qui a été une militante comme Mohamed Charfi à la fois pour la démocratie et pour les droits de l'homme. Donc voilà, Khadija, à toi de jouer. Après Monsieur le Doyen, Madame la Présidente. Merci. Vraiment, je voudrais remercier Georges et l'association Maghreb des livres d'avoir pensé rendre hommage à Mohamed Charfi. Je trouve que c'est le moment est vraiment choisi pour deux raisons. D'abord, il nous a manqué effectivement trop tôt, malheureusement, mais surtout, les questions qui ont été débattues au sein de la Ligue au départ sont les questions d'actualité, et je regrette vraiment qu'il n'ait pas vécu pour voir quelques questions, les voir se résoudre, surtout sur la question des femmes. Et je pense aussi que s'il était là, il aurait réellement pesé sur les événements. Donc vraiment, on le regrette. Ça, c'est la première des choses. Alors, il m'a été demandé de témoigner sur la Ligue, concernant la Ligue. Comme vous avez vu, parallèlement à la construction maghrébine, donc des questions régionales et importantes et stratégiques, il s'est aussi beaucoup mobilisé et investi pour la démocratie et l'état de droit, mais par rapport à la Ligue et au respect des droits humains. Je vais essayer de ne pas être longue, mais pour essayer d'inscrire d'abord cette question dans le contexte, d'autant plus que ces questions qui ont été posées, qui sont des questions de société, sont reposées aujourd'hui avec la même acuité et avec la même importance. Et c'est vrai aussi que ces questions-là ont vu en partie, malgré le pessimisme ambiant et malgré les risques de dérapage de cette transition démocratique, ont vu quand même des choses se concrétiser, et je trouve que c'est important.
Donc la Ligue. Moi, j'ai connu Mohamed Charfi, c'est vrai, dans le début des années 80, avec Fouzi, mais dans le combat pour les droits de l'homme. À cette époque-là, juste pour mettre en perspective les choses, le contexte était particulier. Pourquoi ? Parce que d'abord, la Ligue est née à l'initiative d'un parti politique, ce qui est déjà quelque chose d'assez particulier. Deuxièmement, c'était l'émergence du mouvement islamiste et l'appel d'un des dirigeants, Mourou à l'époque, de remettre en cause l'appel à faire un référendum concernant le code du statut personnel parce qu'il considérait que c'était imposé par le haut et donc il appelait à ce référendum pour voir ce qu'il en était au niveau de la société. Or, à cette époque-là, la Ligue, dans les années 80 jusqu'en 85, ne faisait que défendre, disons, les droits fondamentaux. Et sur ce plan-là, tout le monde était d'accord. Deuxièmement, la Ligue, dans sa composition, puisqu'elle a été créée par un parti politique, il y avait toutes les sensibilités politiques. Mais il n'y avait pas encore les islamistes. Donc j'en viens au congrès de 85, dans lequel moi j'ai pu être élu à cette époque-là. Et c'était la préparation du congrès. Mohamed Charfi a joué un rôle déterminant, dans le sens où, effectivement, on négociait l'entrée des islamistes au comité directeur, puisque toute l'opposition et toutes les sensibilités étaient là. Pourquoi pas eux ? Il le dit dans son livre, au niveau du principe, il n'était pas contre. Mais il a négocié au nom des indépendants, dont je faisais partie, pour que la Ligue, pour sa crédibilité, ne soit plus un pôle de partis politiques, mais que les indépendants aient une majorité. Et ça, c'était une réussite. Et c'est vraiment grâce à ces négociations et à son poids, un homme de conviction et un homme d'État, qui a pu, si vous voulez, avec les politiques, trouver cet équilibre. Et ça, c'est essentiel. Donc, ces deux points ont été acquis. Nous voilà. Alors, ce que je voudrais dire aussi, avant de parler exactement de ce qui s'est passé, parce que je vais parler que d'une chose, c'est de la charte de la Ligue. Bon, c'est à la demande de Fouzi, mais je trouve que c'est la chose la plus importante, parce que les débats autour de la charte sont des débats qui ont continué jusqu'à ce jour et qui font débat aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des débats de société. Donc, au moment du congrès, nous voilà donc mis d'accord pour qu'il y ait une majorité d'indépendants et que tous les partis de l'opposition, y compris le parti au pouvoir, soient représentés, mais qu'on trouve cet équilibre-là. Au moment du débat au Congrès, et c'est ça qui a été le plus important, c'est que pour nous, en tant que militants, la référence était la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est sur cette base-là que les gens adhéraient à la Ligue. Donc, tout était convenu, sauf que la Ligue, jusque-là, ne fonctionnait que à défendre les droits fondamentaux, qui ne posaient pas problème. Dès que la Ligue a commencé à vouloir élargir son champ d'action, et ça a fait débat au cours de ce congrès, il y a eu deux questions fondamentales qui ont été posées. La première, c'est la candidature de Serge Hadda. Serge Hadda, tunisien, juif. Donc, certains militants, nous sommes à la Ligue des droits de l'homme, certains militants ont commencé à poser le problème, comment une candidature de Serge Hadda ? Et sont allés jusqu'à, alors qu'on était au cours du congrès le premier jour, le deuxième jour, un article dans les journaux pour demander le retrait de cette candidature. Et elle était en débat, donc déjà au Congrès. La deuxième question, comment ? Parce qu'il était juif. Oui. Oui, ben oui, c'est la question. Oui, c'est exactement ça. Donc du racisme en plein au sein de la Ligue des droits de l'homme. La deuxième question,
bien évidemment, vous pouvez la deviner tous présents, c'est la question des femmes. Et je me rappellerai toujours qu'un universitaire, oui, on peut ne pas le nommer, qui était avec nous, s'est tourné vers nous en disant « L'égalité homme-femme n'est pas une règle arithmétique. De quoi vous parlez ?» Il appartenait au parti au pouvoir. Donc, vous voyez les deux questions. Et là, il y a eu vraiment un problème important qui s'est posé au sein de la Ligue. Et notre chef de file, Mohamed Charfi, il le disait toujours, je n'ai pas choisi d'être le chef de file. Mais c'est vrai que par ses positions, par la manière de prendre position et de défendre les questions, on s'est retrouvé autour de lui, tout le groupe d'indépendants et peut-être un peu plus large pour imposer ces questions-là. Et donc, bon, le débat a été houleux, il a été discuté, mais pas tranché au Congrès. Les élections ont eu lieu, la liste équilibrée, les indépendants majoritaires nous a rassurés, et au premier comité directeur, le lendemain, ou le jour même, je ne me rappelle plus, Mohamed Charfi pose un problème en disant « Est-ce qu'on peut continuer comme ça en ayant des militants de la Ligue qui ne croient pas à l'universalité des droits de l'homme, qui ne croient pas à l'interchangeabilité des droits de l'homme, qui ne croient pas donc réellement à la philosophie. » Et il propose, c'est lui qui le propose, de reprendre la déclaration et de faire une charte interne pour rappeler aux militants qu'est-ce que la philosophie des droits de l'homme et quels sont les principes sur lesquels on doit se baser et les valeurs que cela véhicule. Il a mis tout le monde était d'accord, on a mis une commission en place, j'en ai fait partie, et elle était aussi, il y avait toutes les sensibilités politiques et nous. Et nous avons, la méthode a été de reprendre la Déclaration universelle des droits de l'homme et de discuter article par article. Bon, je ne vais pas donner les détails, mais on s'est beaucoup attardé sur 3 problèmes. Le problème de la liberté de conscience, donc. Le deuxième, le problème des femmes, surtout du mariage, si vous voulez, le choix du mariage de la femme. Troisièmement, de l'enfant naturel. Et des débats étaient passionnants. Est-ce que les enfants ont les mêmes droits, l'enfant naturel et l'enfant, disons, d'une famille née de 2 parents bien connus, est-ce qu'ils avaient les mêmes droits? Donc ça, c'est des questions qui étaient passionnantes. Il y a eu un vrai débat. Et la force de conviction de Mohamed Charfi, qui présidait cette réunion, a fait que même les plus conservateurs ont fini par céder. Donc nous étions contents, nous avons tout réglé, nous avons repris les choses et nous avons envoyé le texte au comité directeur qui devait donc le faire voter par le Conseil national, c'était le règlement. Voilà, surprise, certains ont considéré que ce n'était pas possible. Et que ce texte-là, même si tout le monde était d'accord au sein de la commission et que toutes les sensibilités étaient représentées, il y avait 2 questions pas possibles. C'était la liberté de conscience et c'était le choix de la femme de se marier de choisir son conjoint, quelle que soit sa religion. Et là, alors là, ça a été le vrai problème. Donc, je passe rapidement, mais c'était un vrai débat, passionnant mais difficile, parce qu'on est passé au Conseil national avec cette divergence au sein du comité directeur. Et la surprise a été qu'après avoir débattu et fait connaître ces divergences, le vote s'est fait article par article, et après toute la charte,
et on a gagné la majorité plus une voix. Donc, la division était consommée. Je raconte ça parce que c'est quand même les débats d'aujourd'hui, après la Révolution. C'est ça qui est important et c'est ça qui est, si vous voulez, bon, après combien d'années, nous sommes toujours à parler des mêmes questions et des mêmes problèmes, et toujours le même problème, qu'on le veuille ou pas, la question de l'islam et de la politique qui n'ont jamais fait bon ménage. C'est pour ça que nous, en tant que féministes, en tous les cas, mais même beaucoup de militants des droits de l'homme, demandaient la séparation du religieux du politique, et ça a toujours été mal compris parce qu'il ne s'agissait pas d'un combat contre la religion, absolument pas, mais de séparer les choses qui sont sacrées et ce qui relève de la réalité au quotidien. Et donc, mais ce vote-là, malgré le succès et l'assurance qu'on a pu avoir, il a divisé la Ligue. Il y a eu une campagne contre ceux qui l'ont menée, bien sûr, qui ont mené le combat pour cette charte, et à leur tête, bien sûr, Mohamed Charfi. Et certains menaçaient même de quitter. En fait, c'était une vraie crise qui a duré 3 mois. Pendant 3 mois, la Ligue, le comité directeur ne s'est pas réuni, mais il y avait quelque chose de positif. Qu'est-ce qui était positif? C'est que ce combat, que je considère personnellement essentiel et fondamental, était devenu un problème de débat national. Il était objet de débat national. Il y avait effectivement une campagne de dénigrement, mais il y avait aussi autre chose. Il y avait aussi un débat sur ces questions-là. Il y avait ceux qui soutenaient, il y avait des universitaires qui s'étaient prononcés. Donc, ça faisait un débat national et il était le bienvenu. Donc, cette crise était, selon moi, et vraiment, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, et si on a gagné sur certains chapitres, et je vais le dire, c'est aussi grâce à ce qui s'est passé pendant toutes ces années-là. Parce que ça a permis le débat, ça a permis que l'on en discute, ça a permis de mûrir pour que l'on puisse aujourd'hui, malgré les tensions, arriver à les résoudre. Donc, je termine sur la charte. C'est que cette crise pendant les 3 mois a fait que ça calme les esprits malgré le débat et qu'on entre en négociation, et c'est Mohamed Charfi, encore une fois, qui a mené les négociations entre les différentes parties, les pour et les contre, pour trouver une solution et pour que la Ligue n'éclate pas. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que on a fait, comme on dit, des compromis, mais pas des compromissions. L'article sur la liberté de conscience, c'est vous dire d'ailleurs, on doit y réfléchir et passer plus facilement, et il a fait l'unanimité plus facilement, sans réellement qu'il soit changé dans sa formulation, que l'article sur les femmes. Sur les femmes, c'était pas possible. Comment peut-on accepter qu'une femme puisse choisir son conjoint en dehors de la religion musulmane? Et c'était un débat houleux, donc il a fallu le reformuler, donc sans enlever la phrase telle qu'elle existe dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le reformuler, rajouter un deuxième article bis pour dire que le code du statut du personnel est un acquis et que c'est un minimum, pour que la charte, de nouveau, fasse le consensus et que l'on puisse, si vous voulez, retrouver le fonctionnement normal de la Ligue. Donc, tout ça pour dire que les enjeux au niveau de la société étaient quelque chose d'extrêmement important, que Mohamed Charfi, avec d'autres bien sûr, et même au niveau de l'opinion publique qui ont soutenu ce débat-là, a été à la tête de ce combat. Nous l'avons gagné. Qu'est-ce qui s'est passé après la Révolution? Je conclus. Parce que je sais que c'est long, mais au niveau juste après la Révolution, comme disait tout à l'heure Fatma, pour ceux qui n'étaient pas dans la salle, on croyait que tout était résolu. Et nous, les femmes,
on était sûr que la question, au contraire, allait être... parce que, comme vous l'avez vu, même par les images, les femmes étaient très présentes dans la rue, etc. Eh bien, non. Les questions se sont reposées au niveau de la Constitution concernant la complémentarité et non-légalité. Il a fallu de nouveau se mobiliser pour que dans la Constitution, tout ce que nous venons de débattre et de ce dont je parlais tout à l'heure concernant la Ligue, ces points sur la liberté de conscience et sur l'égalité, ont fini par être inscrits dans la Constitution grâce à la mobilisation, mais aussi grâce à ces idées qui ont mûri tout au long de ces années. La deuxième chose, c'est que le combat a continué. Il y a eu la levée des réserves à la Convention de la CEDAW sur les femmes. Et il y a eu dernièrement la levée de la circulaire qui interdisait aux femmes tunisiennes de se marier avec les non-musulmans. Donc vous voyez que les choses avancent. Et c'est des acquis énormes. Et je pense que si Mohamed était présent, il aurait été réellement satisfait pour voir ce résultat-là. Maintenant, il reste quand même le combat sur les femmes. Comme on disait tout à l'heure, c'est la place des femmes, ça dessine, c'est un enjeu énorme et je considère central. C'est bien pour ça que la résistance était beaucoup plus importante que la liberté de conscience et que c'est le projet de société qu'on construit pour demain. La question est encore en débat aujourd'hui sur l'égalité dans l'héritage, qui n'était pas soulevée à la Ligue, mais qui était soulevée à la commission femmes que je coordonnais et où Mohamed Charfi était bien sûr très présent et qui continue à être discutée et menée par les féministes. Et d'ailleurs, ça a encouragé, si vous voulez, toutes les femmes, même celles qui ne sont pas engagées au niveau de la Ligue ou même dans les associations féministes, à se mobiliser pour faire avancer les choses. Donc, c'est les questions d'actualité qui continuent depuis la Ligue jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Khadija. Voilà, donc maintenant, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Donc, je voudrais que vous puissiez poser des questions, et puis on va essayer donc des questions brèves, s'il vous plaît. Oui, des questions brèves, auxquelles on essaiera d'apporter des réponses complètes, mais brèves également, de façon à ce que tous les sujets puissent être abordés. Et je vous rappelle que notamment, donc on a vu Mohamed grand maghrébin, on a vu Mohamed militant de la démocratie et des droits de l'homme. Voilà, il y a aussi, mais Fawzia en parlera peut-être s'il y a une question qui se pose là-dessus. Mohamed, c'est fondamental, Mohamed, le grand réformateur de l'éducation nationale. L'éducation au sens très large du terme, c'est-à-dire depuis le primaire jusqu'au supérieur, bien entendu. Alors, je crois que Sophie Bessissa, elle a pris le micro tout de suite. Vas-y. Merci de me donner la parole. Je voudrais juste... j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit à cette tribune et je trouve très important que le Maghreb Orient maintenant délivre, rende un hommage à Mohamed Charfi. Juste quelque chose à propos de la liberté de conscience, Khadija. Je pense que les choses vont bien au-delà de la question de la liberté de conscience. C'est-à-dire que, y compris chez les intellectuels, il y a la question de l'impensé. Ce qui est tunisien ne peut être que musulman. Et donc, ça va bien au-delà de la liberté de conscience. Je donne 2 exemples à cette tribune, si vous permettez. Monsieur le doyen, vous disiez que Mohamed Charfi était le premier agrégé tunisien. C'est le premier agrégé tunisien musulman de droit. Il y a eu un agrégé tunisien en 1958 ou 1959 qui s'appelait Nizar. J'ai oublié son prénom, je crois que c'était Lucien Nizar, mais enfin, je peux retrouver le nom. Agrégé parfaitement tunisien. Mais, bien sûr, il n'a pas été compté au nombre des agrégés tunisiens dans la mémoire officielle. Et même Khadija, dont je connais les convictions, la solidité des convictions. Khadija, dans la dernière phrase de ton topo, tu as dit « On a levé l'interdiction faite aux Tunisiennes d'épouser des non-musulmans ». C'est-à-dire que dans ta formulation, il ne peut pas exister de Tunisiennes non musulmanes.
Mais ça, c'est la circulaire. Non. Oui, la circulaire de Belgique a été Sepsi, oui. Parce qu'évidemment, une Tunisienne non musulmane a parfaitement le droit, selon la loi, d'épouser un non musulman. Bien évidemment. Et donc, je crois qu'il faut commencer à réfléchir à ce qui est du domaine de l'impensé dans les sociétés maghrébines, entre autres, hein, les autres, parce que la question de la liberté de conscience est un nœud extrêmement important, et Dieu sait à quel point Mohamed Chafi a milité pour la liberté de conscience, mais je crois que maintenant il faut aller également au-delà pour crever les abcès qui existent encore. Okay. Je vais répondre parce que Sophie va partir et je vais juste répondre. Le fait qu'on soit pressé et qu'on n'a pas le temps, on ne peut pas tout dire. La circulaire ne parle que des musulmanes. Donc, oui, donc c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas impensé. Tu as dit des Tunisiennes. Non, musulmanes, j'ai dit. Tu as dit tunisiennes, justement. Bon, c'est pas ça le problème. Le deuxième problème, au niveau de, effectivement, et tu sais bien qu'on s'est battu sur ça, c'est l'article 1 de la Constitution. Je suis tout à fait d'accord. Donc, ce n'est pas le problème, c'est un problème qui existe, c'est un problème dont on parle, c'est un problème qui est d'actualité, mais déjà inscrire dans la Constitution la liberté de conscience, je trouve que c'est un très bon départ pour pouvoir... Ça a commencé à la charte de la Ligue. Seule la charte de la Ligue avait un article qui portait sur cette question-là. Aujourd'hui, il est dans la Constitution. Maintenant, sur le terrain, le travail concernant les femmes, c'est exactement la même chose. Nous avons dans les textes, tu sais très bien que dans le quotidien, on continue à vivre les problèmes de façon grave, et le conservatisme et le travail que font les conservateurs, pas seulement les islamistes, mais même dans les partis qui se disent de gauche, mais ça, c'est la réalité qu'on doit changer. Déjà, on a une garantie dans le texte. C'est ça que je voulais dire. Bien, d'autres questions. Monsieur, oui. Oui, merci pour votre intervention. J'aimerais bien faire vous vous présentez en 2 mots, vous dites oui, qui vous êtes? Je suis Slim Lassad, je suis ingénieur consultant en management des entreprises. Très bien. Ma première intervention, c'est on a abordé le parcours de M. Défunt Mohamed Charfi en focusant sur la question du Maghreb et la question du droit humain, mais on n'a pas bien parlé sur la période où il était ministre sous Ben Ali et où la dictature de Ben Ali s'est vissée, où il y avait la torture, on prenait les gens aux prisons. Maintenant, sans entrer dans les détails, on n'a pas vu de prise de position dans ce stade-là. Première chose. Deuxième chose, je reviens un peu là sur le dualisme islamisme, conservatisme, islamisme, progressisme. Et là, je vois que dans la Constitution tunisienne, on a eu un compromis. Maintenant, de retourner, même vous avez utilisé le nom pour l'islamisme comme virus, comme miasme, je ne trouve pas que ce sont les bonnes expressions, même s'il y a des faits que l'islamisme a fait qui sont tout à fait atroces. Par exemple, la gauche en Espagne a massacré les prêtres pendant la Révolution. On ne parle pas de virus gauchisme, où la gauche dans les pays soviétiques a fait des ravages. Mais on ne parle pas de virus de gauche, parce que ce que font les gens, c'est une chose, et ce que les disent, c'est autre chose. Donc il faut bien, je crois, savoir mesurer ses pots pour vraiment bien avancer. La troisième chose, c'est de restreindre le combat. On a arrêté, qui a été aboli, et croire que c'est maintenant, tout est gagné, tout est bien. Qu'est-ce qu'a fait, par exemple, la Ligue de Tunisie pour les femmes qui travaillent dans les foyers, qui sont payées à, je sais, 120 dinars ou 50 dinars au mois, qui n'ont aucune couverture, qui n'ont rien. Où sont ces combats des droits de l'homme pour ces femmes-là, où le combat, c'est surtout sur les questions de la religion. Il faut qu'on ait lui laisser le temps de répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil de votre part. Alors, désolé, Khadija, mais tu vas reprendre la parole pour... Oui, la dernière partie, parce que la première, je n'ai d'abord jamais parlé de virus, je n'ai pas compris votre mot. C'est monsieur qui a utilisé ça. Virus islamisme et miasme. Bon, je pense. Bon, oui, il nous reste 3 minutes. Donc voilà. Oui. Concernant au niveau de la Ligue, nous avons quand même travaillé sur les droits économiques et sociaux.
Ça, c'est un. Les mouvements féministes et nos associations continuent à le faire. Mais ça veut dire, on est sur le terrain, on fait des études, on soutient les femmes, on soutient les ouvrières quand elles ont des problèmes. Le rôle de la Ligue, c'est aussi de dénoncer et de soutenir celles qui ont leurs droits bafoués. Ces femmes-là en font partie. Et je n'ai pas le temps de vous décrire. Je peux vous décrire donner 1000 exemples sur ces questions-là dans la Ligue sur lesquelles elle s'est penchée, dont la Ligue s'est penchée, et l'association des femmes démocrates dont je fais partie, qui est une association féministe, ou l'AFTURD, continue à le faire. Sauf que tout le monde l'occulte. Et je considère que quand même, il y a des problèmes de valeurs et de fond qui sont le socle et qui doivent être dans les textes. On les met, et après, on discute des réalités et des problèmes qui se posent. Croyez-moi que personne... elles sont importantes. C'est l'avenir de la Tunisie, c'est le projet de société. Je m'excuse, je vais sortir du sujet. Je ne sais pas si vous vivez en Tunisie. L'atelier qui s'est tenu avant celui-là, j'ai trouvé que les intervenantes étaient très optimistes. Croyez-moi que je ne partage pas. Et je vais vous dire pourquoi, et je vais vous choquer. Parce que quand je vois qu'un gouverneur va inaugurer une école où les petites filles sont voilées, j'ai le droit de me poser des questions. J'ai le droit de me poser des questions parce que si aujourd'hui les politiques, c'est pour ça que je dis islam et politique, c'est deux choses. Non. Donc, il y a un vrai problème. Et donc, les valeurs et les questions de l'égalité et la question des femmes, pour moi, c'est pas parce que je suis femme, mais parce que je vis dans un pays où je vois les choses se transformer, où je vois nos acquis. J'étais militante contre Bourguiba, mais je ne peux pas nier les acquis. Qui sont en train d'être grignotés et qui sont mis en cause. Et je vois le travail souterrain qui est fait à tous ces niveaux-là, et j'ai le droit de m'inquiéter. Et quand mes amis algériens me disent nous, on a vécu la décennie noire, je dis ce n'est pas la décennie noire, mais elle est tellement sournoise, la nôtre, qu'il y a de quoi s'interroger. Et c'est pour ça que nous sommes, même à nos âges, parce que je suis une retraitée, à continuer le combat. Le seul espoir, c'est que les jeunes prennent en charge tout ça. Mais sinon, le travail est sérieux et les valeurs sont importantes. Bien, écoutez, un très grand merci. Voilà, il est moins 25, on a commencé avec 5 minutes de retard, on termine avec 5 minutes de retard.